Salut tout le monde. Les adaptations de BD dans le cinéma français, elles ont mauvaise réputation, particulièrement de nos jours. C'est vrai que j'ai eu moi-même l'occasion de l'évoquer dans une de mes vidéos sur Tintin. Oui, si on racle les fonds de tiroir, ça fait mal. Mais le souci, c'est que comme d'habitude, on voit sur le net moult personnes exagérer, dire carrément, et c'est pas si rare qu'il faudrait que le cinéma français arrête de faire des adaptations de BD à cause de ses échecs flamboyants. Même si, comme d'habitude, on notera soit la mémoire un peu sélective, soit carrément l'hypocrisie de ces gens, parce que le cinéma américain notamment, qui a sa dose pourtant d'adaptations foirées, on n'aura pas ce genre d'opinion extrême. Hein. Oui, mais c'est parce que le cinéma américain, il en fait des bonnes adaptations aussi. C'est vrai qu'on est tous d'accord, les adaptations de BD françaises allant de excellentes à au moins pas trop mal, elles sont rares, faut la... Oh putain de merde! Ouais, alors peut-être pas si rare en fait. Alors, j'en vois venir certains qui vont me pointer du doigt telle adaptation ou telle autre en me disant « Oh non, pas celle-là. Ok, aucun film ne peut plaire à tout le monde, mais outre mon avis qui a pesé sur certains, pour la grande majorité, j'ai mis les films qui ont été majoritairement aimés. Hein. Et encore, j'ai enlevé celles qui ont bonne réputation, mais réservées au très jeune public, que j'ai pas vu du coup. Et sachez qu'il y en a plus de la moitié depuis les années 2000. Donc tu te tais, toi, qui voulais te raccrocher aux branches en disant que depuis quelques années, on ne sait plus. Cette affirmation, c'est comme ceux qui disent que le doublage français c'est pourri comparé aux années 80. C'est faux. Simplement, outre l'éternelle focalisation sur le pire, il y en a beaucoup dont on entend peu parler. Et même si c'est le cas, on ne sait pas forcément que c'est une adaptation. Bref, à celui qui prétendrait que le cinéma français faisant une bonne adaptation de BD tient du miracle, je n'ai qu'une chose à lui dire... Ta gueule! Et donc, j'ai inclus Quai d'Orsay dans cette mosaïque. Quai d'Orsay, chronique diplomatique, une bande dessinée parue en 2010 qui évoque les coulisses de la diplomatie française. Dessinée par Christophe Blain d'après une histoire d'Abel Lanzac. Une bande dessinée inspirée de faits réels, Abel Lanzac étant le pseudonyme d'Antonin Baudry, un ancien membre du cabinet de Dominique de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères. On suit le jeune Arthur Vlaminck, fraîchement arrivé pour écrire les speeches de ministre Alexandre Taillard de Worms. Une espèce d'ouragan humain, un hyperactif haut en couleur dont le caractère oscille entre un grand homme d'État et un pauvre type qui écoute que lui. On a une vue sur les salons dorés de la République, avec ce que ça suppose de bureaucratie envahissante, d'enjeux internationaux, de masses de conseillers et de leurs inimitiés, de crises diplomatiques latentes. En lisant l'album, on pourrait d'ailleurs se dire que certains passages sont exagérés, mais plus le temps passe, moins je trouve l'ensemble caricatural en fait. Je veux dire, tout bord politique confondu, restez calme s'il vous plaît, quand on voit la crétinerie et la compétence toute relative de véritables hommes et femmes politiques professionnels et médiatisés de nos jours, on peut se dire que le trait n'a pas été tellement grossi que ça finalement. Hubert Védrine avait dit que les 2 volumes de Quai d'Orsay étaient ce qu'il avait lu de plus intelligent et de plus juste sur le fonctionnement d'un cabinet ministériel. Selon de Villepin, parfois, la BD est même en dessous de la réalité. Le fait est que les dialogues sont sublimes et que l'ensemble est terriblement divertissant. Ne vous arrêtez pas au très simple, de toute façon, la meilleure bande dessinée de tous les temps aussi est assez dépouillée question dessin. Non, Quai d'Orsay, ça vaut le coup, même si vous ne vous intéressez pas à la politique. Cet album a été un vrai succès sur sa représentation de nos institutions, il s'est vendu à 500 000 exemplaires. Je vous avoue humblement que je n'ai lu que le premier tome, mais il y en a un deuxième qui apparemment a été autant apprécié que le premier. Nous sommes donc en 2011, et Bertrand Tavernier, qui depuis longtemps souhaitait faire un film sur la politique, se procure la bande dessinée sur conseil d'un ami, et adore. Bertrand Tavernier, un de nos plus grands réalisateurs qui nous a quittés en début d'année. Il s'est fait connaître du grand public dans les années 70 en alignant les succès critiques et raisonnables succès commerciaux, même si ses films n'ont jamais fait exploser le box-office non plus. Il y en a beaucoup qu'il a réalisé que je trouve très bon, donc même si paradoxalement, son film généralement le plus apprécié, Le Juge et l'Assassin, je suis moins fan, attendez-vous à ce que je reparle de certains de ses films un jour. Donc, Tavernier adore la bande dessinée, il la conseille à son ami producteur Frédéric Bourboulon, qui la trouve également très réussie, l'étincelle est là. Il est donc chargé par Tavernier d'acheter les droits, quand ce dernier demande alors à rencontrer Antonin Baudry et lui dit qu'il aimerait faire une adaptation de son œuvre. À l'origine, Baudry n'était pas trop pour une adaptation, Tavernier n'était d'ailleurs pas le seul à avoir eu ce projet, d'autres personnes étaient sur les rangs, mais le courant passe immédiatement entre les deux hommes. Ils se retrouvent finalement à écrire eux-mêmes le scénario avec Christophe Blain, dans l'appartement new-yorkais de Baudry, une habitude pour Bertrand Tavernier qui aime bien écrire loin de chez lui dès qu'il le peut. Pour le rôle du ministre Taillard de Worms, Bertrand Tavernier a très tôt quelqu'un en tête. Regarde! Oh, c'est Bernard Lhermitte! Thierry, là. Quand il lui propose le rôle, le comédien accepte avec joie. Et alors que dans la vidéo j'essaie de l'une à l'autre de varier style, époque, interprète, je réalise que ça fait 2 ciné-France consécutifs avec Thierry Lhermitte, mais pour les 2 personnes qui pourraient se demander, non, c'est un hasard total. Et en un sens, on remarquera qu'on clôt une boucle. Le premier film où Thierry Lhermitte faisait plus que la figuration, c'était dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier, en 75. Il a débuté pour Tavernier, et il joue pour Tavernier dans son dernier film. Ah ouais, ça tombe bien. Les deux hommes se mettent d'accord pour que Thierry Lhermitte ne rentre pas dans une caricature de Dominique de Villepin.
Il faut en tout cas qu'il soit irritant et sympathique en même temps, qu'il ait de l'allure et une énergie débordante, et qu'il soit toujours dans le mouvement. Thierry Lhermitte, lui-même, propose une idée lors des premières lectures. Ses propos doivent être appuyés par des gestes extravagants censés les illustrer. Chose présente dans la BD dans une certaine mesure, mais ici amplifiée. Responsabilité, unité, efficacité. Idée acceptée. Une chose est sûre, son personnage m'a fait fréquemment marrer en voyant le film. Autorisation est obtenue de tourner en partie au véritable hôtel du ministre des Affaires étrangères, le soir et les week-ends. Le tournage démarre en octobre 2012. En début de film donc, Arthur Vlaminck, joué par Raphaël Personnaz, non je n'ai pas de cheveux sur la langue, arrive au Quai d'Orsay et fait face au ministre, qui le recrute pour l'écriture de ses discours, sous le titre plus pompeux de « chargé de langage ». Le pauvre Vlaminck est propulsé dans cet univers où il est un jeune loup qui doit essayer de faire son trou parmi tous ces gens rodés. Le personnage est intéressant notamment car il a une véritable évolution au fur et à mesure du film, où progressivement il se blinde. Un des challenges du film, selon Bertrand Tavernier, c'était d'éviter de simplement reproduire la BD case par case, l'utiliser comme un storyboard en fait. Il a souhaité en respecter l'esprit, plus que de donner dans une plate reproduction. Certes, on connaît des cases de la BD, fatalement, mais il a su aussi s'en démarquer. Par exemple, dans l'album, Vlaminck fréquemment a des moments où il transpose sa situation à une autre imaginaire, comme celle-là, tiens. Bon, mais évidemment, on peut voir 3 problèmes pour ça. Déjà, ça demande du budget costume et décor. Ensuite, si ça fonctionne bien dans le médium bande dessinée, à l'écran, ça pourrait vite sembler hors de propos. Et enfin, si on avait vraiment tenu à prendre du Star Wars, eh bien en admettant que Disney, qui venait de racheter Lucasfilm, ait accepté, ça aurait raqué question droit, hein. C'est pour ça que le personnage de Marina a été développé. Marina, c'est la petite amie d'Arthur, qui est présente dans la bande dessinée, oui, mais moins fréquemment. Ici, on lui a donné plus de place pour représenter la vie d'Arthur en dehors du travail. Elle est jouée par Anaïs de Moustier, une actrice que j'apprécie beaucoup. Désormais, en 2021, c'est une actrice établie, mais en 2013, elle était encore en phase ascension, disons. C'est avec elle qu'Arthur a des phases de, disons, débriefing de ses journées, accentuant au fur et à mesure l'évidence pour le spectateur qu'il est en train de changer. Et franchement, je les trouve carrément adorables. Non, c'est mon côté fleur bleue qui ressort, là, je sais pas, mais j'adore leur complicité. Et surtout, merci. Le film évite de tomber dans un écueil qui lui tendait les bras, le fait qu'on ait des passages où leur couple bat de l'aile à cause du travail envahissant et stressant d'Arthur. La seule fois où une scène commence et semble basculer là-dedans, la même scène se finit, le conflit est déjà réglé et ils sont à nouveau trop mignons. Le film compte également à son bord Nils Arestrup, encore un brillant comédien, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il joue ici Claude Maupass, le chef de cabinet du ministre, plus ou moins inspiré de Pierre Vimont, l'ancien directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Bertrand Tavernier tenait à ce que sa manière de s'exprimer soit proche du véritable Pierre Vimont, ce qui a été un challenge pour Arestrup, de jouer avec ce phrasé très monocorde. Il s'en sort admirablement en personnage posé, voire introverti, une sorte de négatif de la pile électrique qu'est le ministre. Du conflit des Grands Lacs, c'est en page 10, il a pas lu? Oui, bon on va essayer de régler le problème calmement, Arthur, hein. Je ne vais pas vous faire tout le casting où on retrouve des visages connus même dans des petits rôles, car je n'ai pas forcément 150 choses à dire sur chaque, et si c'est juste pour tout lister, il y a plein de sites pour ça. Mais je relèverai notamment Julie Gaillet, qui à l'époque, non, n'était pas encore connue pour ce que vous savez. Médiatiquement, ça ne s'est produit que quelques mois après la sortie du film. Elle campe la femme en première ligne des hypocrites et lèche-bottes du ministre, une des sous-intrigues des albums comme du film. Je remarque une vue différente des spectateurs et des gens travaillant sur ce film. Pour les spectateurs, ils considèrent souvent Arthur Vlaminck comme le personnage principal. Moi-même en début de vidéo, lorsque j'ai parlé du pitch du film, je vous l'ai présenté comme ça. On suit Arthur Vlaminck qui va travailler dans le cabinet d'eux. C'est vrai qu'il est central au film et que, si on minutait les apparitions des personnages, il a sans doute plus de temps à l'écran que n'importe qui d'autre. Et il subit le plus grand changement intérieur. Bon, l'équipe du film aura sans doute aussi la raison plus pragmatique de mettre Thierry Lhermitte bien plus connu en avant pour la promo, le ministre Taillard de Worms reste sans doute le véritable personnage principal. Pas simplement parce qu'il gesticule, vocifère et est très drôle, j'insiste là-dessus, mais parce que, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui est au premier plan, montré comme un véritable animal politique avec les qualités et les défauts que ça suppose. Et quoi qu'il en soit, c'est lui qui dicte le rythme du film, lui qui nous débite des monologues cocasses, et lui qui nous amène les quelques moments très BD du film, comme ceux où il crée un puissant appel d'air tant il entre énergiquement dans une pièce et claque une porte si brutalement qu'il la dégonde. Et puis, le film est construit de telle manière qu'il nous amène progressivement vers le discours final. La mise en scène appuie ce que je vous dis. Prenez par exemple ce plan ici. Ici, pour la première fois, Arthur Vlaminck, très intimidé, va lui remettre un projet de discours. Déjà, bien sûr, on fait un plan large pour appuyer la majesté des lieux, et comme Vlaminck s'y sent finalement petit. Quant à Taillard de Worms, là, lui, il est comme chez lui. Mais vous noterez aussi la symétrie quasi parfaite de l'image entre le placement du bureau, le placement du ministre, et on pourrait tracer une ligne droite avec la fenêtre du milieu pour obtenir 2 moitiés égales de l'image. Les personnages évoluent dans un monde droit et carré, en opposition à leurs agissements et leurs pensées qui vont dans tous les sens et qui n'ont parfois rien de rationnel.
Et donc, je reviens sur le discours, le ministre doit à la fin du film prononcer un speech important devant l'ONU. ONU où les caméras de Bertrand Tavernier se sont vraiment posées, c'est à noter. Le discours est notamment repris du véritable discours de Dominique de Villepin lors de la crise irakienne de 2003, lors de l'opposition de la France à l'invasion de l'Irak, pays qui, selon les Américains, possédait soi-disant des armes de destruction massive. Lui, c'est le petit dernier d'une grande lignée de cons. Il est très très fort parce qu'il est encore plus con que son père qui était déjà un grand con. USA. Blague à part, on en retrouve des passages entiers. Et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Discours qui est un grand moment du pays dans la réalité et un grand moment du film. C'est d'autant plus important pour le film que tout ça se focalise sur l'action du ministre, et ça ignore le fait que dans la réalité, ça a été fait conjointement avec l'Élysée et sa cellule diplomatique, sous l'impulsion de Jacques Chirac, contre, au départ, l'avis de la majorité de ses conseillers. Président que... Oh, allez, film, montre-nous la photo comme il faut, s'il te plaît, on veut savoir. C'est la photo de Chirac, ça, non? Bonjour. Et en fait, on ne verra jamais clairement la photo. Même si apparemment, c'est la tête du réalisateur Jean-Paul Rappeneau qu'ils ont mis. Parce que... pourquoi pas. Mais donc, on la verra jamais vraiment bien. Le film s'autorise également un détour par l'Assemblée nationale. Non! Véritablement tourné dans l'hémicycle, dans une séquence bien plus longue que dans la bande dessinée où c'est expédié. Comme je l'ai brièvement évoqué, ce sera le dernier film de fiction de Bertrand Tavernier, même s'il fera aussi le documentaire Voyage à travers le cinéma français que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai très envie de voir, ainsi que la série qui en a découlé. Pour son dernier film donc, qui sort le 6 novembre 2013 et que personnellement je suis allé voir au cinéma, c'est malheureusement un succès modéré. Le nombre d'entrées qui approche des 900 000 n'est pas si mauvais en soi, mais avec 9,5 millions de budget, ce n'est pas suffisant pour être rentable sur sa seule exploitation en salle française. Cela dit, il a été assez apprécié du public. Dominique de Villepin lui-même jugera les personnages, même le sien entre guillemets, assez sympathiques. Mais on peut remarquer que comme souvent, ceux qui ont lu le matériau de base avant de voir le film sont généralement ceux qui ont plus de mal. Et on peut le comprendre, mais... Oui, pardon, ok, je vais arrêter de dire que les adaptations doivent changer des trucs, c'est vrai, on a compris. En plus, étant donné que ceux qui ont fait la BD ont fait aussi le scénario du film, c'est un peu plus compliqué pour les fans de la BD de parler de trahison de la vision de l'auteur. Oui, le seul, c'est même pas un défaut, mais il y a une toute petite sous-intrigue avec Marina et je la trouve presque pas à sa place, ou pas résolue, ou pas super utile. Désolé, hein, mais... En tout cas, ce sera mon seul petit reproche au film. Le film sera nommé pour pas mal de récompenses. Raphaël Personnaz obtiendra le prix Lumière du meilleur espoir masculin. Et au César, le film sera nommé pour 3 récompenses, dont celui de la meilleure adaptation, affrontant entre autres une autre adaptation de BD avec La vie d'Adèle et... Ils perdront tous les deux face à Les Garçons et Guillaume à table. Ça c'est con. Mais Nils Arestrup obtiendra le César bien mérité du meilleur acteur, son 3e César. Mais lui apparemment il s'en fout un peu. J'aurais bien ajouté une petite récompense pour la BO de Philippe Sard que je trouve vraiment sympa, un habitué de Tavernier qui a signé de nombreuses musiques de ses films depuis les années 70, mais bon. Tout ça donc donne un film qui, bon déjà est une très très bonne pub pour Stabilo. Et ça, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Stabilo, tchac, stabilo, tchac. Waouh, c'est encore moins subtil qu'une pub NordVPN sur YouTube. Mais donc un film qui se passe dans un état d'urgence permanent, à quelques scènes près où on peut souffler un peu, illustrant bien la manière dont les gens dans les ministères bossent la tête dans le guidon, dans des conditions folles, représenté par une galerie de personnages qui donne vraiment son sel au film. Quai d'Orsay est un film sur le boulot, sur le travail. Les gens n'arrêtent pas de bosser dans ce film. N'arrêtent pas. Vous savez le problème, Martine? C'est que vos stabilos sont tout usés et l'encre jaune dégouline.